Alors, cela ne vous aura pas échappé depuis le début de ce congrès. Il est question de ce fameux chef d'établissement, pilote d'effet. Et on va s'intéresser maintenant précisément à la notion d'effet. On entend souvent parler d'effet chef d'établissement. Qu'en est-il vraiment? Comment se mesure-t-il? Est-ce qu'un seul homme, est-ce qu'une seule femme peut influer radicalement sur la qualité d'un groupe scolaire? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt parler d'effet établissement? Le chef d'établissement étant alors capable d'emmener avec lui l'ensemble de la communauté éducative. Autant de questions que je vais poser à nos invités que je rejoins immédiatement. Alors, pour cette table ronde, nous allons croiser les points de vue de trois invités. Kamel Benarisha, bonjour, chargé de recherche et de formation pour l'Académie de Créteil. Gilles Demarquet, président de l'Appel. Et Laurent Laming, président de la FNOGEC. Un grand merci à vous trois de prendre part à cette table ronde qui est donc intitulée « De l'effet chef d'établissement à l'effet établissement ». Laurent Laming, vous êtes donc à la tête de la Fédération nationale des OGEC, des organismes de gestion qui disposent d'un excellent point d'observation sur l'action des chefs d'établissement. Est-ce que ce fameux effet chef d'établissement dont on entend si souvent parler existe vraiment? Le président d'OGEC, en effet, est proche du chef d'établissement et nous les connaissons bien. Là, très clairement, le cœur du métier d'un chef d'établissement n'est tout de même pas la gestion. C'est un manager, c'est un responsable. Le chef d'établissement est un entrepreneur. Cela veut dire, cela a été dit par sœur Véronique, qu'il a la maîtrise du risque en dernier lieu. Il a une vision, il a un projet qu'il partage. Et il met en œuvre des moyens. Forcément, un manager, dans toute entité humaine, porte le groupe et le modifie. Alors, il le porte et il le modifie, et donc les effets qu'il produit, on peut les observer, ils sont palpables? Alors, oui, ils sont palpables. Moi, je crois que le chef d'établissement est un leader. On peut l'appeler chef. Je vous suggère d'ailleurs de réfléchir à ce mot chef, que je n'adore pas. Le directeur d'établissement est un leader. Vous êtes comme Philippe Delorme. Hier, il nous a expliqué la même chose. Lui est pour qu'on utilise directeur. Je l'ignorais. Vous voyez, vous êtes sur la même longueur d'onde. Voilà. Mais bon, c'est une remarque parfaitement secondaire. Mon directeur est un homme qui est à la fois exigeant, qui est à la fois exemplaire et qui essentiellement crée un climat de confiance. À ce titre, n'étant pas seul, il porte, il donne une vision, et il rassure son environnement et il le modifie. Et il y a bien un effet directeur d'établissement. Alors, je crois que vous êtes arrivé ce matin, vous nous avez rejoint. Philippe Delorme hier nous disait, en fait, je me suis rendu compte que l'effet chef d'établissement existait quand moi-même j'ai cessé de l'être et que je suis devenu directeur diocésain. Là, j'avais un point d'observation assez intéressant et je me rendais compte que telle personne arrivée à la tête de tel établissement produisait des effets positifs quasi instantanés. Et qu'à l'inverse, il arrivait parfois que les effets soient dévastateurs en très peu de temps. Alors, vous avez la même expérience, la même vision? Nous avons en effet la même expérience. J'ai l'expérience d'un chef d'établissement qui a prévu une très forte évolution de sa structure et qui a été muté, qui est parti pour un autre établissement au début de la mise en œuvre de ce projet. Et ce projet a été réalisé après. C'est un projet immobilier et de création d'un lycée. Il y a bien donc là un effet chef d'établissement qui a perduré après ce départ. Et le lycée a été créé. Et il y a aussi, en effet, des exemples moins heureux de chefs d'établissement qui sclérosent leur environnement. Cela existe. Y compris quand il y a une longue histoire, un long savoir-faire, une longue culture d'établissement. On peut ruiner tout ça je crois que temps. Sœur Véronique l'a dit. Le directeur, le leader porte un groupe. L'histoire et la culture n'est pas suffisante
pour porter le groupe existant aujourd'hui. Et est-ce qu'il faut être, j'allais dire, en phase avec l'histoire et la culture de l'établissement dans lequel on arrive? Est-ce qu'un bon chef d'établissement peut être un bon chef d'établissement partout? Ou bien est-ce qu'il faut qu'il y ait, que ça matche, comme on dit aujourd'hui à l'époque de Mythique? Je pense qu'un bon leader est un leader qu'on ne voit pas. Donc il respecte forcément la culture et il a beaucoup délégué. Animation, délégation, contrôle. Et donc le chef n'est pas chef. Le chef n'est chef que s'il y a des conflits, que s'il y a des arbitrages, que dans la répartition des moyens. Pour le reste, il prend une équipe, il prend une culture, il prend un lieu, il prend des parents et il le fait avancer de la façon qui existe et telle qu'il le comprend. Il le modifie, mais il le prend. Et il faut qu'il croie en ce projet. Alors, tous les établissements n'ont pas le même projet. Alors, il peut influer sur le projet de l'établissement, mais il arrive dans un établissement avec un projet qui est donné, qu'il va faire évoluer. S'il ne partage pas le charisme, les valeurs de cet établissement, est-ce qu'il peut malgré tout emmener l'établissement plus loin, plus haut? Tout dépend probablement dans votre question de l'établissement et du chef d'établissement, mais je crains que dans un cas de figure tel, il y ait une difficulté de fond. Un chef d'établissement ne va pas réinventer un établissement, il va le prendre en l'état et le faire grandir. Alors, une école, un collège, un lycée, un ensemble scolaire, c'est un chef d'établissement, mais c'est aussi une équipe éducative, des personnels au GEC, un organisme de gestion, une tutelle, une association de parents d'élèves, etc. En quoi le rôle du chef d'établissement est-il spécifique et est-il quelque part plus important que le rôle des autres acteurs de la communauté? Il est plus important parce que c'est lui qui décide. Pour le reste, il écoute, il anime, mais il arbitre. Il arbitre les budgets, il arbitre les conflits. C'est lui qui recrute. Je pense qu'un bon chef d'établissement attire les meilleurs. C'est très important. Alors cette question du recrutement, elle est essentielle. On a eu ce matin droit à un portrait robot du chef d'établissement, enfin du chef idéal selon la règle de Saint-Benoît. Vous en trouvez beaucoup sur le marché du travail, des gens comme ça? C'est plus qu'un mouton à 5 pattes, hein, pour reprendre l'expression de Véronique Margron. Je pense que ce n'est pas la bonne façon d'approcher le sujet. Il y a des quantités d'excellents chefs d'établissement potentiels parmi les 130 000 professeurs de l'enseignement catholique. La difficulté vient, si on veut vraiment dire qu'il y a des moutons à 5 pattes, ce que je ne crois absolument pas, la difficulté vient de l'institution qui est hyper décentralisée. Les tutelles ont un peu moins le sujet, les tutelles congréganistes, pardon. Mais une structure extrêmement décentralisée peine à organiser des filières et donc à anticiper sur la formation et à accompagner l'acquisition d'expérience. Donc, en effet, il est difficile pour des chefs d'établissement d'avoir une vision raisonnable de leur carrière. Il est difficile de savoir où ils seront peut-être demain, en tout cas après-demain. C'est un défaut de l'institution, c'est la conséquence de notre organisation. Alors, je vais insister un petit peu sur cet effet chef d'établissement. À quoi est-ce qu'on peut le mesurer? Est-ce que l'équilibre financier de la structure, est-ce que les résultats scolaires, est-ce que le climat scolaire font partie des paramètres pour juger, pour évaluer l'effet chef d'établissement? Je serais heureux d'entendre les autres intervenants sur ce sujet. De mon point de vue, nous allons passer la parole à Kamel Benaricha dans une seconde, mais juste votre point de vue là-dessus. De mon point de vue, les résultats financiers sont une conséquence d'une bonne gestion. Donc c'est un petit critère, ça peut l'être, mais c'est un petit critère. Donc je crois vraiment que dans un établissement où il y a un climat de confiance, où il y a des délégations, où il y a de l'autonomie, où il y a une joie de vivre, les élèves se sentent mieux, les professeurs se sentent mieux, ont des projets, sont audacieux. Voilà, un des critères, voilà, un bon chef d'établissement fait des travaux. S'il y a une grue, c'est un bon chef d'établissement. Bon, vous avez compris la leçon. Faites installer des grues dans vos établissements.
Kamel Benarisha, vous êtes, je l'ai dit, chargé de recherche et formateur pour l'Académie de Créteil. Vous préparez en parallèle une thèse de doctorat à l'université de Cergy. Vos travaux portent sur le climat scolaire sous l'angle de la perception des acteurs et sur les enjeux de culture des établissements. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la recherche, aujourd'hui, en France et à l'étranger, de l'effet chef d'établissement? L'effet chef d'établissement, la recherche internationale dit que c'est plutôt difficile. Difficile à mesurer, difficile à appréhender, difficile à comparer. Il y a très peu de recherches qualitatives et quantitatives et même comparatives sur le plan international parce que les contextes sont très différents. D'abord d'un établissement à l'autre et ensuite d'un système éducatif à l'autre. La recherche, si vous voulez, va travailler sur cet aspect, cette lecture du chef d'établissement à travers l'efficacité d'établissement ou l'effet établissement, qui sont bien plus référencés. On a commencé par par l'efficacité des établissements à travers la lecture des résultats des élèves, et on a découvert dès le début des années 60-70 le déterminisme social et l'impact de ce qu'on appelle les effets de composition, par exemple le style de direction, le contexte socio-économique donc des élèves et de l'environnement, la construction des classes, etc. Et très vite, ces recherches ont été un petit peu critiquées dans le monde de la sociologie parce que ce sont des interactions d'acteurs, il y a des projets, il y a des processus qui sont à l'œuvre, et la recherche a construit un peu l'effet établissement dans cet environnement-là à travers ces effets de processus qui sont liés au leadership, cette fois de l'effet maître, donc de leadership pédagogique, au travail collaboratif, à l'ambition que l'on donne aux élèves, aux attentes élevées, au temps d'apprentissage. Et c'est comme ça qu'on a commencé à définir l'effet établissement comme la capacité d'un collectif à se mobiliser, à s'organiser pour se construire en tant qu'unité pédagogique. Alors, pardonnez-moi, je vous coupe, mais hier, Denis Christol, qui est également chercheur en sciences de l'éducation, nous disait, voilà, je suis un peu sceptique quant à l'effet établissement ou l'effet chef d'établissement, la mesure des performances, parce que ça dépend de tout un tas de critères et il y a énormément de biais. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir un outil de comparaison un peu fiable, ou est-ce que, en gros, c'est un peu comme les classements des écoles de commerce, il faudrait croiser les différents classements pour se faire une idée un peu précise de la valeur des établissements? Oui, c'est effectivement une question qui est complexe parce qu'elle est pluricatégorielle, pluricritériée, et justement, il y a eu un énorme effort de la recherche qualitative pour aller travailler sur des recherches multiniveaux et pour mesurer un effet établissement qui reste limité, puisque les effets de composition sont très forts. Plus on va avoir un contexte social favorable et culturel favorable, une stabilité des équipes, meilleure sera l'efficacité de l'établissement en termes de résultats. Mais ensuite, les chercheurs se sont intéressés à la rétention, à la socialisation, c'est-à-dire à la gestion du décrochage. On a eu une intervention tout à l'heure autour des aspects collaboratifs, de l'engagement de l'élève, etc. C'est très intéressant d'aller un peu essayer de synthétiser. Moi, je retiens quatre enseignements que la recherche peut donner sur l'effet établissement à travers la lecture de l'effet chef d'établissement. Le lien avec l'autonomie que peut avoir le chef d'établissement semble prédominante. Entendez bien que dans certains pays anglo-saxons, comme notamment les Royaumes-Unis ou la Suède, les chefs d'établissement ont un rapport direct avec la formation, avec l'utilisation des programmes et les choix qui peuvent être faits, et même le recrutement, voire le licenciement des enseignants. Deuxième point, le rôle plutôt indirect sur l'efficacité des établissements. Alors c'est toujours difficile à entendre quand on est chef d'établissement, c'est Anne Barrère qui le dit. C'est une mesure qui est complexe, et donc c'est plutôt un rôle de charnière, un rôle de pilotage évidemment. Troisième point, c'est l'équation qui est assez difficile, et particulièrement en France, entre la partie administrative du rôle du chef d'établissement et la partie pédagogique du rôle du chef d'établissement, qui dans ses missions est le premier pilote pédagogique de l'établissement, mais c'est difficilement accepté par le corps enseignant, bien que ce soit un ancien enseignant la plupart du temps qui se retrouve à ce poste-là. Et dernier point, comme enseignement de la recherche, c'est le lien direct qu'il y a entre le chef d'établissement et le climat de sécurité à travers donc la baisse des victimations et du harcèlement. Donc climat scolaire plus largement aussi, ou on est vraiment là sur
le sentiment de sécurité au sein de l'établissement? C'est assez double, c'est-à-dire que si on regarde uniquement les effets de composition, hein, ce qui va conforter un petit peu le bateau que vous allez mener, effectivement, un chef d'établissement très charismatique, très présent, peut à lui seul faire baisser les violences et porter un climat sécuritaire, mais les effets de processus seront bien plus limités parce qu'ils engagent justement les élèves dans leur ambition, les enseignants dans leurs compétences. Donc si on devait retenir 4 clés de la recherche pour conclure et puis un peu répondre à votre problématique, comment on passe de l'effet chef d'établissement à l'effet établissement, comment est-ce que ça s'ancre dans le temps, comment est-ce que ça dure. Premier point, c'est le leadership qui est tourné vers le travail enseignant. C'est en fait chercher à construire l'effet maître dans toutes les classes et tout le temps pour réduire les inégalités. Encore, et c'est la limite que vous mentionniez, que le chef d'établissement soit perçu comme légitime en matière de pédagogie. Voilà. Absolument. Et ce, même s'il a été lui-même enseignant par le passé. En tout cas, il faut que sa compétence soit reconnue et pas seulement ses qualités personnelles. Deuxième point, évidemment, c'est une maîtrise donc, en termes de compétences de l'organisation de l'école. On parle du climat de sécurité, la gestion des sanctions de punition, le soutien des enseignants, la constitution des classes, le budget, etc. Il faut pouvoir porter un petit peu ces garanties-là. Le lien avec les parents, cela est très logique. Et la capacité à construire une culture commune, qu'elle soit sur les valeurs, les normes qui sont appliquées dans les établissements. Est-ce que le climat scolaire a un lien direct avec les résultats scolaires? Est-ce que la recherche est à même de l'affirmer? Alors le climat scolaire, donc il y a eu beaucoup de rigueur dans les synthèses qui ont été faites, notamment en 2012 et 2013 par Éric de Barbieux, Benjamin Moignard, Jonathan Cohen. Donc ce sont un consensus international qui nous dit en réalité que le climat scolaire, c'est une condition de réussite des élèves. Et la réussite des élèves construit un climat scolaire favorable par rapport à une des dimensions qui est la qualité des enseignements et des apprentissages. Oui. Lorsque les élèves ont l'impression de bien apprendre à l'école, lorsque les élèves ont l'impression que dans cet établissement ils vont bien réussir, eh bien le climat scolaire apaise, enfin en tout cas est apaisé par ce sentiment. Gilles Demarquet, vous présidez l'appel national. Quel effet chef d'établissement les familles cherchent-elles, attendent-elles lorsqu'elles inscrivent leurs enfants dans une structure de l'enseignement catholique? Alors, je crois que l'attente des parents, déjà, elle est variable en fonction des raisons pour lesquelles ils choisissent cet établissement. Est-ce que c'est pour des résultats scolaires? Est-ce que c'est pour, en effet, un climat qui permet à leur enfant de grandir? Est-ce que c'est pour l'accompagnement personnalisé qui peut s'y pratiquer vis-à-vis des jeunes? Est-ce que c'est pour des raisons pastorales ou différentes raisons qui peuvent exister? Et c'est vrai que la première personne que l'on rencontre, c'est le chef d'établissement. Et cette première rencontre, elle est fondamentale, parce que c'est elle qui va établir la relation qui peut se faire entre une famille et un chef d'établissement qui va présenter le projet de son établissement. Et c'est vrai que moi, je crois que les parents, globalement, ils savent que le chef d'établissement dans l'enseignement catholique, c'est un petit peu un vrai chef d'orchestre. Donc on attend, tout musicien dans un orchestre attend beaucoup du chef d'orchestre, bien évidemment. Et puis, mais on sait aussi, avec un petit peu d'expérience, quand on est un peu dans l'établissement, qu'on apprend que le chef d'établissement ne peut pas tout, bien évidemment. Mais il a une mission essentielle pour moi, qui est d'être le garant de la communauté éducative et du projet éducatif. Alors, est-ce qu'un chef d'établissement peut être un bon chef d'établissement sans prendre véritablement en compte les familles, sans faire une place suffisante à l'appel? Alors, je crois qu'il est important qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre le président d'appel et puis son chef d'établissement, parce que nous sommes tous membres de cette communauté éducative. La communauté éducative, on a fêté les 50 ans en 2017, il y a 2 ans, avait été inventée par... Ils sont forgés par l'appel. Par l'appel, dans un congrès en 67, par Antoine de la Garandrie, qui à l'époque était secrétaire général de l'appel. Donc c'est quelque chose qui est important pour nous et pour les parents, bien évidemment. Les critères sur lesquels on pourrait mesurer l'effet chef d'établissement, voire l'effet établissement, quels sont-ils? Est-ce que des parents qui cherchent à inscrire leur enfant dans l'enseignement catholique vont aller regarder les résultats au bac, les IVAL,
les indicateurs de valeur ajoutée des lycées. Donc ça, c'est le classement. Alors le ministère ne parle pas de classement, mais enfin, en tous les cas, les statistiques qui sont fournies par le ministère de l'Éducation. On s'intéresse à la réputation, au climat. Quels sont les critères qui entrent en ligne de compte? Je crois qu'il peut y en avoir plein. Il est évident que pour une famille, la réussite scolaire est importante, hein, parce que chaque famille veut la réussite de son enfant, mais elle veut aussi son épanouissement. Donc il faut trouver le juste équilibre qui va permettre à un enfant de s'épanouir et de réussir. Et c'est là où vous parliez de climat scolaire. C'est important, c'est évidemment fondamental, mais c'est aussi le projet éducatif. Et chaque projet éducatif d'établissement est différent. Et comme chacun de nos enfants est unique, ben je dirais il faut à chaque jeune son établissement. Parce que les projets sont différents et on sait qu'un enfant sera très bien dans un établissement, tandis que son frère ou sa sœur sera beaucoup mieux dans un autre. Oui, je crois que vous avez beaucoup d'enfants et vous avez pu l'expérimenter. J'ai beaucoup d'enfants et j'ai eu beaucoup d'établissements. On est monté jusqu'à 5 établissements différents. C'est la richesse du réseau. Comment est-ce que l'appel localement perçoit un changement de chef d'établissement? Est-ce qu'on se dit voilà, l'arrivée d'un chef d'établissement peut vraiment changer la physionomie de l'école de manière radicale? C'est un risque, on perçoit ça comme un risque, une chance, enfin ça dépend de la situation antérieure, mais c'est toujours un moment critique. Ça aussi sous forme de boutade. Quand un paroissien voit arriver un nouveau curé, il se pose aussi des questions, bien évidemment. Mais ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il y a évidemment une relation à rétablir avec un nouveau chef d'établissement. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été dites dans la petite vidéo là-dessus. Et c'est vrai qu'il me semble qu'il y a à reconstruire une relation individuelle entre un président d'appel et un chef d'établissement, parce qu'on ne se connaît pas, on se découvre, etc. Et cette relation, à mon avis, elle est fondamentale. Dans nos communautés éducatives, on s'appuie beaucoup sur la relation interpersonnelle, bien évidemment. Et la confiance dans ces relations, elle ne se décrète pas, elle se construit au jour le jour. Donc ça prend forcément du temps. Mais c'est vrai que pour savoir un petit peu quelle est la relation entre un président d'appel dans un établissement ou même un département et puis son chef d'établissement, son directeur diocésain, la question que je leur pose toujours, mais est-ce que tu as le téléphone portable de ton chef d'établissement? Parce que finalement, et je l'ai vécu moi également sur le terrain, si le chef d'établissement me donne son numéro de portable, c'est parce qu'aussi il sait que je l'utiliserai à bon escient et que si jamais je lui envoie un texte en disant « ça serait bien qu'on se voit demain matin à 8 heures si vous avez 5 minutes parce qu'il faut que je vous parle de quelque chose », s'il y a une vraie relation de confiance qui existe, le chef d'établissement sait que ce n'est pas pour parler du sexe des anges et qu'il y a vraiment un vrai sujet dont il faut parler ensemble. En quelques mots, comment les parents d'élèves, comment les familles peuvent contribuer à l'effet établissement? Moi, je crois que c'est en travaillant sur la confiance, en travaillant sur la communauté éducative, sur l'enrichissement de la communauté éducative, en participant au conseil d'établissement. Le conseil d'établissement est un lieu qui me semble extrêmement important parce que c'est là, finalement, que s'expriment toutes les composantes, tous les membres de la communauté éducative. Donc il existe dans beaucoup d'établissements, pas partout, je le regrette, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer à développer. Laurent Laming, qu'est-ce qu'un établissement gagne à avoir un chef d'établissement qui ne cherche pas à concentrer le pouvoir? Quel est l'intérêt de ne pas avoir un gourou? On a vu dans le reportage, quelqu'un parlait de ces chefs d'établissement gourous qui voulaient concentrer tout le pouvoir. C'est quoi l'intérêt pour un établissement d'avoir quelqu'un qui est plutôt partageur et dans une approche collaborative? Je crois que l'intérêt est très clair. Il est binaire. C'est le succès ou l'échec. C'est qu'un gourou dans une communauté humaine qui transmet du savoir, avec des enseignants, ne peut pas réussir. C'est impossible. Ou alors, il réussira partiellement dans des domaines étroits. Et tous les vrais acteurs utiliseront des solutions de contournement, s'ils sont intelligents et efficaces. Donc là, pour moi, la question du partage dans une communauté aussi humaine
qu'un établissement scolaire passe, je le disais tout à l'heure, par en effet l'écoute, la délégation, mais aussi l'exigence, l'exemplarité et les décisions. Les deux existent. Est-ce que vous reprendriez à votre compte les propos de Véronique Macron quand elle nous disait tout à l'heure que la gouvernance du chef d'établissement consiste à rendre plus responsable, plus autonome, plus compétent d'autres que soi? J'ai été très séduit par tout ce qu'elle a dit, y compris par cela. C'est totalement vrai. Il faut un très bon chef d'établissement en fin de mandat constate qu'il a fait grandir ses équipes. On ne parle pas des adjoints là, mais un chef d'établissement d'un grand établissement, il a des adjoints qui sont des rouages essentiels, qui sont des chefs d'établissement aussi. Voilà. Vous me disiez quand on préparait cette table ronde, finalement, un chef d'établissement, il doit pouvoir s'absenter pendant quelques temps et que ça ne se voit pas. Et par contre, quand il revient, si au bout d'un certain temps, il n'est pas revenu et qu'on ne se rend pas compte de son absence, c'est que là, il y a un problème. Je le pense sincèrement. Un bon chef d'établissement peut partir 15 jours sans que personne s'en aperçoive. Voilà. Et puis, il revient et à ce moment-là, arriveront naturellement 2 ou 3 grandes décisions à prendre que seul lui peut prendre tranquillement. Mais on n'est pas dans le stress, on est dans la vision. Kamel Benaricha, l'efficacité du chef d'établissement, sa capacité à produire des effets, elle dépend de sa volonté, de sa capacité à partager ses prérogatives. On a parlé de subsidiarité tout à l'heure avec le père Minguet. Ce qui a été dit et qui nous a tous séduits, effectivement, on parle de leadership partagé maintenant, qui est tourné vers l'efficacité des enseignants eux-mêmes. Ce qui est compliqué, c'est que lorsque le chef d'établissement a beaucoup de leadership, il va conforter les effets de composition, c'est-à-dire prendre la plus grande part dans l'organisation de l'établissement et être omniprésent, et donc être identifié par rapport à des qualités qui quelquefois sont plus personnelles que ces qualités qui sont de l'ordre de la compétence, qui rend automatique les effets de processus notamment. Et effectivement, la recherche dit ça, c'est-à-dire que l'expertise doit être reconnue, la capacité doit être adaptative, notamment au contexte, et le chef d'établissement doit être en mesure de construire une confiance réciproque et donc de partager effectivement un certain nombre de questionnements. D'ailleurs, dans la relation coéducative, c'est très marqué. Lorsqu'il y a une résistance des familles par rapport à tel ou tel sujet, c'est plus un indicateur d'un problème de coéducation que le sujet dont il est question. Et puis, le point peut-être le plus important, l'un des plus importants en tout cas, c'est la capacité à construire un diagnostic partagé et des évaluations un peu standardisées, notamment sur les fondamentaux ou même sur le climat scolaire ou sur la vie de l'établissement, de façon assez régulière, qui permettent de faire entrer un peu le plus grand du collectif dans ces réflexions-là et donc dans ces processus-là. Alors justement, Gilles Demarquet, Kamel Benaricha a évoqué l'évaluation. Si on cherche à mesurer des effets, c'est-à-dire qu'on cherche à faire de l'évaluation, c'est un mot à la mode, notre ministre Jean-Michel Blanquer aime beaucoup ce terme-là, mais on sait que c'est devenu une réalité partout dans le monde, notamment via l'étude PISA réalisée par l'OCDE. Est-ce qu'il faut, pour tous les établissements, une culture de l'évaluation? Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui? Et quelles limites à cette culture-là? Je crois que déjà, l'évaluation, évaluer, ce n'est pas un gros mot. Et à mon sens, ça n'a rien à voir avec une inspection ou un contrôle. Il me semble qu'on peut aussi parfaitement s'auto-évaluer, ça se fait déjà dans nombreux métiers. Nous-mêmes, on est en train de lancer un outil d'auto-évaluation pour évaluer les pratiques. Et je pense que c'est important de travailler sur les bonnes pratiques pour voir où est-ce que l'on en est et comment est-ce qu'on peut encore progresser. Et c'est dans ce sens-là qu'il me semble que l'évaluation est intéressante. Et je pense qu'il faut qu'en effet, l'école adopte cette culture d'une évaluation, dans l'esprit de bonnes pratiques et d'amélioration. C'est vrai que le contraire, ce serait paradoxal, parce que finalement, tous les jours, les enseignants évaluent les élèves. Oui, mais vous avez très bien la difficulté qu'ils ont à être eux-mêmes évalués, en général. Alors, est-ce que, là, vous touchez à la distinction entre l'évaluation formative, qui est là pour s'améliorer, et l'évaluation sommative, qui est là pour tomber un peu comme un couperet? Quand on pense évaluation, on pense aussi un petit peu mise en concurrence. Quand on regarde les évaluations, est-ce que finalement, si on cherche un effet établissement, on va
être susceptible, notamment quand on est parent d'élèves, de comparer les différents effets établissements et de mettre les établissements en concurrence. C'est un problème, c'est une difficulté, ou quelque part c'est normal, et ça permet d'aiguillonner sainement les chefs d'établissement et leurs équipes. Alors, je ne sais pas s'il faut le poser en ces termes-là. Moi, ce qui me semble important, c'est que, en effet, on parlait d'évaluation formative, parce qu'elle contribue à s'améliorer. Et ça, c'est important. Ensuite, se dire, est-ce que, finalement, entre les 5 établissements du secteur qui ont 100% de réussite au bac chacun, maintenant, c'est peut-être autre chose que je vais regarder. C'est peut-être le projet éducatif, c'est peut-être en effet le climat, un certain nombre d'éléments qui existent, qui vont me permettre de penser que mon enfant va être bien dans cet établissement-là. Laurent Laming, si on cherche à évaluer les effets, l'effet établissement, assez naturellement, on va mettre les établissements en concurrence, on va chercher à comparer ces effets-là. Ça vous pose problème, ou est-ce que vous vous dites finalement c'est plutôt sain? Concernant l'évaluation, je crois que c'est une bonne chose. Le problème concerne les critères d'évaluation, qui, eux, sont plutôt une mauvaise chose aujourd'hui. Donc, ne nous précipitons pas. L'esprit de l'évaluation est bon. Est-on très mûr sur les critères? Je ne le pense sincèrement pas. On a parlé de 100% au bac, qui maintenant sont plus du tout à la mode. Enfin voilà, tout ça change et évolue, et c'est normal. Donc, alors, attention aux évaluations. Concernant la concurrence, elle existe. Là où elle est possible, elle existe. Depuis longtemps, les établissements sont en concurrence. C'est les parents d'élèves qui arbitrent. Pour moi, ce n'est pas du tout un sujet. Et c'est une excellente chose lorsque c'est possible. Lorsqu'on a la chance dans l'institution d'avoir des établissements en concurrence, ça veut dire qu'on en a plusieurs sur un territoire. Ça veut dire que sur ce territoire, on est bien implanté. Nos établissements sont en concurrence. Alors maintenant, je reconnais qu'un chef d'établissement de qualité, tel qu'on l'a décrit, avec ses 4 pattes mais solides, regarde ce qui se passe à l'extérieur et s'intéresse à ses voisins. Il a beau être en concurrence, il leur parle. Donc c'est une concurrence raisonnée. Il y a à la fois de la concurrence et du réseau. Voilà, c'est une concurrence intelligente. Alors, nous allons passer, merci beaucoup à vous trois pour cet échange. On va passer tout de suite aux questions de la salle. Caroline, Véronique, est-ce qu'on a déjà des réactions ou des questions? Nous avons plusieurs réactions et quelques questions que l'on a résumées de la façon que vous pouvez lire. Comment produire un effet chef d'établissement quand on a une petite structure, une décharge partielle pour le premier degré, pas de moyens pour avoir une grue et tout administré? Alors une question qui s'adresse peut-être à Laurent Laming. Comment est-ce que vous voyez les choses? La grue. Je retire ma grue, je retire mes travaux et j'ai d'excellents chefs d'établissement dans le premier degré. Mais là, les choses sont plus faciles. Les chefs d'établissement le savent. Leur personnalité rayonne très facilement. Il me semble que dans ce cas-là, et je comprends la question, je n'ai pas du tout voulu blesser par la vision du changement que j'exprimais par des travaux. Un chef d'établissement dans le premier degré peut avoir du changement dans l'organisation, dans les méthodes pédagogiques, dans le partage des méthodes pédagogiques et dans le dialogue avec les parents. Ça me paraît plus simple. Une deuxième question. Et plus chaleureux. Pour l'instant, on a plus de réactions, et notamment des chefs d'établissement du premier degré qui pensent que s'absenter 15 jours sans que ça se voit, c'est un petit peu long. Voilà, on a surtout des réactions de petites structures. Il n'a pas dit que ce n'était pas pendant les vacances, hein, je vous rassure. Je reconnais que quand on a une demi-décharge, il est difficile de partir 15 jours. Je me suis mal fait comprendre. Je maintiens qu'un bon manager, s'il a réellement délégué, je m'adresse plus aux grosses structures, c'est vrai, un bon manager peut se retirer, ne pas être dans le quotidien, prendre de la distance. Je n'ai pas dit qu'il partait 15 jours en vacances, il est ailleurs, il fait d'autres choses, il pense à la stratégie, etc. Donc le concept que j'ai voulu dire, diminuons les 15 jours, je maintiens l'idée. C'est-à-dire que
un leader n'est pas tout le temps sur le terrain. L'extrême, c'est en effet le chef d'établissement du premier degré qui est complètement débordé, qui a des petits moyens, qui est tout le temps sur le terrain. Cet extrême existe. Et ça ne l'empêche pas d'être un responsable, au sens responsable, décideur, directeur, et responsable au premier degré. C'est différent. Je suis d'accord. Nouvelle question. On est surtout sur des réactions du premier degré. Je pense que les chefs d'établissement du second degré ou dorment ou sont en train de réfléchir. Ils sont peut-être Ils prennent du recul, me dit-on, me souffle-t-on. Ils sont peut-être partis en vacances. Non, je plaisante. On a beaucoup de réactions sur les petites structures, en fait, parce que vous semblez parler globalement des plus grosses. Peut-être Kamel Benarisha qui souhaite intervenir à ce sujet. Simplement pour dire que sur les petites structures, il y a des références scientifiques avec des études, notamment pas loin d'ici, sur des écoles primaires qui avaient une réputation qui était très complexe, avec une unité pédagogique qui n'était pas encore née, et avec des expérimentations, avec une culture commune. Et en fait, les personnels ont cherché à construire une unité apprenante, c'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans un développement professionnel collectif. Alors bien sûr qu'il n'a pas estompé totalement les problématiques de composition de leur situation et l'aspect administratif, les moyens qui leur sont donnés, qui sont extrêmement importants. Ça fait partie des effets de composition. C'est compliqué de construire une efficacité d'établissement lorsque, évidemment, tous les critères mènent à la difficulté sur ce point de vue-là. Mais sachez que la construction d'une culture d'établissement à travers le développement des compétences professionnelles, alors qui ne s'appuie pas sur des évaluations sur les résultats des examens, qui ne s'appuie pas sur ce type d'évaluation-là, mais plutôt sur une auto-évaluation formative qui permette à chacun et à chacune d'aller prioriser et d'aller travailler sur en fait, des objets communs pour faire progresser les élèves et chercher à gommer les inégalités sociales et scolaires. On retrouve un petit peu le modèle suédois où la formation finalement se fait beaucoup entre pairs au sein de l'établissement. Alors, je ne sais pas si la Suède est le meilleur exemple. Pardon, finlandais, je voulais dire. Finlandais, oui. Finlandais. Parce que, effectivement, en tout cas, il y a beaucoup de liberté dans les pays du Nord de ce point de vue-là, mais effectivement, on est sur... alors attention, on a parlé tout à l'heure un peu de marché scolaire. Le marché scolaire, il est né du fait que le destin scolaire a un poids prédominant sur le destin social. Ce qui fait que les familles vont chercher à aller vers les établissements les plus efficaces en ayant accès seulement aux données sur l'efficacité. Mais sauf que ces efficacités, notamment des établissements plus favorisés, s'appuient sur des effets de composition, c'est-à-dire la stabilité des équipes, une organisation qui tourne bien, et puis des élèves qui arrivent avec certaines facilités, une certaine culture. Donc c'est là les objets autour des effets de processus qui sont peut-être plus complexes, mais plus qualitatifs et qui s'appuient sur des évaluations sur les fondamentaux des élèves, etc. Laurent Laming, vous aurez le dernier mot. Est-ce qu'il est plus facile de produire un effet chef d'établissement quand la structure est de taille plus réduite ? Est-ce qu'on peut changer les choses plus facilement quand on est dans une structure de taille plus réduite ? Je pense que la taille n'est pas liée à l'effet. Je pense que c'est l'homme ou la femme. C'est la femme ou l'homme responsable de son entité qui aura une influence immédiate et à terme ou qui ne l'aura pas. Merci beaucoup à vous trois pour ce bel échange. Un congrès qui touche donc à sa fin. Pour ma part, je remercie toutes celles et tous ceux qui ont contribué à la qualité de ce rendez-vous, notamment le fidèle réalisateur Benoît Poisson, l'équipe, je pense qu'on peut effectivement le féliciter, l'équipe de techniciens de la société Triax, ainsi que... Allez-y, pardon. Ainsi que Rémi Carayon de la société Anteis qui s'est occupé du mur interactif. Merci surtout à vous tous pour votre attention et excellente fin de journée.